quelqu'un qui a grandi à boire que du Pétrus, de la Romanée Conti et du Christophe Roumier, la première fois que tu bois un vin à 6 € parce que tu commences ton université, tu te rends compte, je sais pas si ça leur a fait une émotion, pour répondre à ta question. C'est pas forcément une émotion dont on l'entend, nous, le truc, je réalise que j'étais portée par les dieux et tu vois, ça m'a transportée. C'est plutôt une réalisation de, tiens, en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était spécial. C'est surtout ça. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Mesdames et messieurs, c'est le grand retour de Pauline Vicard. Il faut dire que le premier épisode avec elle a été un grand succès. Vous avez été nombreuses et nombreux à me dire tout le bien que vous en pensiez. Alors voilà, je remets le couvert à l'occasion d'une nouvelle publication du think tank Araignée Global que Pauline dirige. Pour ce nouveau rapport, présenté à Wine Paris en février 2026, Pauline et ses équipes se sont intéressées aux consommateurs de grands vins de moins de 40 ans. Quel parcours les a amenés à devenir des collectionneurs ? Quels sont les déterminants qui font de vous un ou une mordue au point de dépenser des sommes folles pour garnir votre cave ? Une recherche menée sur 3 continents, riche d'enseignements et de surprises, que Pauline vous présente tout de suite. Pauline Vicard, bonsoir. Bonsoir Romain Becker. C'est la première fois que je dis bonsoir, mais là on enregistre un petit peu tard. On se rencontre à l'occasion de Wine Paris, donc on est à Paris tous les deux. Je te remercie de m'accorder du temps à nouveau. On se voit aujourd'hui et donc les auditeurs et auditrices les plus fidèles auront déjà reconnu ta voix. Et tu me fais le plaisir de revenir à ce micro pour un nouveau travail que vous avez produit avec les équipes d'Araignée et que tu as présenté ce matin lors d'une conférence lors du premier jour de Wine Paris. Ce travail, ça s'appelle « Engaging the Next Generation ». How Consumers Under 40 Embrace Fine Wine. Donc, ouais. Difficile de faire plus d'actualité. Je pense que là, tu tapes en plein dans le mille. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a présidé à cette étude ? Qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet ? Oui, merci pour la question. Pardon pour ma voix qui est un petit peu éraillée aussi, parce que du coup, on a parlé toute la journée. Écoute, cette étude, elle est née en fait dans le contexte actuel où, comme tu le sais, on parle énormément de la déconsommation et des jeunes consommateurs qui se détourneraient du vin, qui sont plus intéressés par le vin, etc. Et nous, comme on se spécialise sur la niche particulière des grands vins, des fine wine ou peut-être plus simplement des vins un peu plus chers que les autres, et que le marché du luxe a des niches qui fonctionnent très bien, on nous a beaucoup demandé, mais est-ce que cette déconsommation, elle est la même pour les grands vins ? Est-ce qu'en fait, les jeunes consommateurs d'aujourd'hui boivent moins qu'avant finalement ? Est-ce que c'est pareil pour nous que pour le reste du segment du vin ? Et c'est une question qui est un petit peu difficile à répondre, tout simplement parce que la notion de fine wine, elle n'est pas forcément définie. Donc, par extension, le consommateur de fine wine, on n'a pas un échantillon représentatif de ce que c'est qu'on peut suivre et dont on peut analyser justement ce type de changement quantitatif. Il faudrait le faire en interne chez les marchands ou chez les produits, vraiment chez les marchands, vraiment pour voir un petit peu s'ils arrivent, eux, à tracer leurs données, parce que tu serais vraiment très étonné du nombre de marchands qui demandent même pas la date de naissance de leurs clients. Donc, en fait, ils savent même pas s'ils ont des jeunes clients dans leur base de données. Et donc, du coup, on a pris un peu la problématique à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, qu'on boive moins ou pas, c'est peut-être pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est ceux qui boivent aujourd'hui, en fait, pourquoi ils boivent et pourquoi ils s'intéressent à cette catégorie. Et donc, du coup, on a posé la question en 2 temps. La première, c'est où et comment ils arrivent à être mis en contact avec les grands vins, avec les fine wines, et surtout la question du où. C'est où cet endroit, le lieu, le contexte. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut pas essayer de déterminer les patterns, les grands mouvements, les grands dessins et les grandes conditions qu'il faut qu'elles soient réunies
pour continuer à les garder dans la catégorie et faire qu'ils deviennent des consommateurs engagés, voire des collectionneurs. Parce que c'est aussi un petit peu essayer de faire la nuance entre les deux. Ce que tu appelles collectionneur, juste pour préciser, parce que c'est pas forcément un mot qu'on utilise souvent en français, mais toi tu vis à Londres et c'est un mot qui est très courant. On désigne par collectionneur les gens qui en fait se constituent une cave, achètent des vins, les font vieillir. Est-ce que c'est ça exactement la définition ? Oui et non. En fait, c'est une des grandes choses qu'on a démontré avec l'étude parce qu'on a fait beaucoup de travail. Cette notion de collectionneur, elle est très intéressante parce que tout le monde est... Alors, pour te donner un peu de... Parce que cette question, elle est au cœur de l'étude. Pour te donner un petit peu de contexte, c'est une étude qu'on a fait du coup sur Londres, Paris, New York, Shanghai, Hong Kong et Singapour. Parce qu'on voulait pouvoir comparer l'Est, l'Ouest, le fait qu'il y ait des cultures qui soient très développées et d'autres qui sont un peu plus récentes quand il s'agit de la consommation des grands vins. Il y a plein de choses qu'on voulait pouvoir faire en comparaison. Et cette notion de quand tu demandes aux gens notamment en entretien, de qu'est-ce que c'est un collectionneur pour eux, elle va avoir une nuance assez culturelle. Et la France, comme d'habitude, a toujours une compréhension encore plus particulière que les autres marchés. Et j'allais dire, même en France, cette notion de collectionneur, elle est presque négative parfois. Il y a beaucoup de gens qui se défendent et qui ne veulent pas être définis comme collectionneurs, alors que clairement, surtout quand nous, tu suis notre définition, ils le sont dans tous les sens, parce que pour eux, un collectionneur, c'est quelqu'un qui acquiert des bouteilles sans jamais les toucher et qui les regarde. Il y a quelque chose de très passif en France. Et donc, encore une fois, la France, sur cette question-là, est le marché qui a le plus, qui a été le plus différencié des autres. Mais juste pour revenir un petit peu au début, tu me demandais un peu la genèse du projet. L'idée, c'était, en fait, si on arrive à déterminer ça, si on arrive à déterminer les grandes étapes des parcours de consommateurs, après, on va pouvoir appuyer aux points qui sont importants, en fait. Une fois qu'on a compris ça, quel que soit l'état de la consommation aujourd'hui, on va pouvoir se servir de ces leviers pour accélérer, continuer, etc. Et donc, on en arrive... Enfin, ta question, elle porte directement sur un des principaux enseignements on a retiré de l'étude, c'est la différence entre un collectionneur et un acheteur. Il y avait une slide ce matin dans la présentation qui était « Collectors are not buyers ». Exactement. Et c'est pas juste une question de sémantique. Et c'est pas juste une question de self-définition. En fait, ce qu'on a compris en faisant le travail avec une équipe de neuroscientifiques basée aux États-Unis, qui, en fait, le collectionneur, que ce soit de vin ou de tout, jusqu'à assez récemment, on pensait que c'était des gens qui devaient remplir un vide. Il leur manquait quelque chose dans leur vie, donc ils le comblaient avec des objets. C'était la psychologie, la psychanalyse, jusqu'à assez récemment, parce que jusqu'à ce qu'on puisse utiliser les IRM pour arriver à analyser ce qui se passait dans le cerveau. Ouais, l'imagerie médicale. Et une fois qu'on a pu mettre ça, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les collectionneurs, ils collectionnent parce que ça leur apporte de la joie. Et comment on le sait ? C'est parce qu'un collectionneur, et ça c'est nous la définition qu'on retient, qui est importante pour nous pour comprendre les différents comportements de consommation, un consommateur, c'est quelqu'un dont le cerveau fonctionne différemment qu'un acheteur. C'est la grande différence entre un acheteur et un collectionneur. Et la différence, elle va se faire au niveau du circuit de dopamine, notamment, et au circuit de récompense, le reward system en anglais. Et quand tu regardes un collectionneur, son circuit de dopamine s'active au moment de la recherche. C'est tout ce qui va mener, ce qu'on appelle le chase en anglais, tout ce qui va mener à cette acquisition, toutes les étapes préalables à l'acquisition, c'est là où la quête. C'est ce moment-là où le shot de dopamine sont les plus importants. Et à partir du moment où tu acquiers le produit que tu désirais, ta dopamine, elle redescend. Et en fait, ça explique très vite ce que tous les gens qui travaillent avec les collectionneurs connaissent de façon empirique depuis très longtemps, c'est qu'un collectionneur, il achète trop. Il a un comportement qui est pas rationnel par rapport à ses achats. Et une des raisons qui explique ça, c'est ce shot de dopamine. C'est-à-dire que le plaisir que tu ressens, l'excitation, le jeu, il vient dans cette quête. Et du coup, un collectionneur, notamment de vin, une de ses définitions, c'est qu'il va toujours trop acheter. Et une des conséquences le collectionneur ne peut pas être séparé du marché secondaire, parce que comme il va acheter trop, à un moment, il va lui falloir une porte de sortie. Et pas parce qu'il va vouloir faire de l'argent avec ses bouteilles, ça on peut en reparler, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ça. C'est parce que
La première spécificité d'un collectionneur, c'est qu'il achète trop puisqu'il est en chase de dopamine, en fait, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est différent d'un bailleur. Donc, finalement, c'est le côté j'achète des bouteilles pour les regarder ou pour les boire, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est est-ce que, entre guillemets, à un moment, ce qu'on a compris, c'est que on a toute cette prédisposition à collectionner au niveau de notre système génétique, mais que pour 30% à peu près de la population, il va y avoir un switch, on va appuyer sur le bouton, et un jour, tu vas devenir collectionneur, et ton cerveau, il va se mettre à fonctionner différemment. Et une fois que tu es câblé comme ça, tu le restes un peu toute ta vie. Et ce qui est intéressant de comprendre dans ce qu'on fait, c'est que ce qui crée la condition pour appuyer sur le bouton, c'est des conditions environnementales. Les collectionneurs produisent des collectionneurs. Enfin, en fait, c'est l'environnement autour d'eux qui va faciliter ce switch au niveau de ton cerveau. Du coup, une fois que nous, on a compris ça, on s'est beaucoup interrogé sur quelles sont les conditions environnementales pour produire des collectionneurs. Donc là, il y a 2 sujets importants. Je voudrais qu'on les traite l'un après l'autre. Le premier, c'est un enjeu de rareté qui est super important. En fait, si tu as un vin qui est extrêmement disponible, et ben finalement, c'est pas un vin qui va exciter beaucoup les collectionneurs. Ouais. C'est un enjeu de complexité, parce que c'est là où il faut comprendre, et c'est très important, et c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend sur le monde du vin en général, où il faut simplifier le vin, il faut que ce soit accessible. Je suis d'accord pour plein de catégories. Pour cette niche-là, c'est la complexité qui les intéresse. Cette niche qui est prête à dépenser des sommes très importantes. Ouais, à investir des ressources, parce qu'en fait, tu investis des ressources financières, mais surtout, tu investis beaucoup de temps aussi. Parce que tu vas investir du temps pour te renseigner, pour construire tes réseaux d'accès, enfin, on peut reparler de tout ça, mais c'est un investissement énorme de ressources, que ce soit du temps ou de l'argent, et c'est aussi pour ça, pour faire le lien tout à l'heure, on a parlé très rapidement de la valorisation d'une collection. Un collectionneur, il n'a pas forcément un comportement qui peut être qualifié de rationnel au niveau de son achat. Il n'achète pas parce qu'il a besoin. Ça n'a rien à voir. Et au contraire, c'est cette course à la dopamine, au plaisir, quoi. Finalement, c'est une joie pour lui. Une des façons de rationaliser ce comportement-là, c'est quand il voit sa collection augmenter en valeur. Parce qu'il se dit, du coup, c'est acceptable socialement, je fais des bons choix, je gère comme il faut, puisque ma collection prend de la valeur. Donc, une des pires choses que tu peux faire pour un collectionneur, c'est de lui envoyer, c'est de lui démontrer qu'il a fait des erreurs parce que le vin qu'il a choisi d'acheter, c'est déprécié en valeur. Pas parce qu'il va pas faire, parce qu'il est là pour l'investissement et parce que du coup, il perd de l'argent et il est pas content. Ça peut rentrer en ligne de compte, mais surtout parce qu'en fait, tu lui enlèves cette rationalisation de son comportement. Tu lui dis, en plus de dépenser beaucoup de temps et d'argent, tu prends pas les bonnes décisions, quoi. Donc, c'est le toucher dans ce qui le motive. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la complexité, il faut vraiment, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que c'est un jeu, tu peux faire, moi je fais beaucoup l'analyse avec les jeux vidéo parce que je trouve que ça marche énormément s'il y a des gens qui sont gamers autour de vous, intéressez-vous à la psychologie du gaming parce que c'est super intéressant. C'est comment tu gères cette progression et ce voyage. Et si le jeu il est trop simple, ça t'intéresse pas. Il faut qu'il soit compliqué, il faut qu'il te demande de t'y investir et d'acquérir certaines compétences pour y arriver, mais il faut pas qu'il soit opaque. Il faut que tu puisses comprendre les règles du jeu. Et la complexité et l'opacité, c'est pas la même chose. Et donc du coup, oui, si un vin est trop simple, s'il est trop visible, s'il est trop facile à acheter, il a pas vraiment d'intérêt. Il va pas rentrer. C'est pas pour autant qu'ils vont pas l'acheter et le boire dimanche prochain, mais c'est pas quelque chose qui va rentrer dans leur schéma de collection. Ça les intéresse pas sur ce côté-là. Est-ce que tu as des exemples de vins en particulier ou de domaines en particulier qui ont déjà senti, compris ça et qui jouent très bien avec ces règles ? Non. Alors moi j'en ai peut-être un qui me vient en tête. Sur la progression, tu veux dire, sur le côté différents niveaux de progression, par exemple, etc. Qui ont différents niveaux de complexité qui permettent de rendre le vin très excitant au-delà de la rareté. Okay. Ah, tu pensais à qui alors toi du coup ? Je pensais à la cuvée Grange Chapel. Ah, ok. Parce que ça, c'est il y a un niveau de complexité de production. Voilà. Ça, pour moi, c'est un produit de collectionneur, ouais, effectivement. Tu as une complexité dans la production, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, qui est même très compliqué à faire. En collaboration entre Jaboulet sur l'Ermitage
et Penfolds en Australie. Ouais. Ils mettent ensemble leur Syrah, donc de l'Hermitage, et de la grosse cuvée de Penfolds qui est Grange, et ils font un assemblage, et donc c'est Grange, la chapelle de l'Hermitage. Donc ça, c'est effectivement, ça, pour moi, ça ressemble beaucoup à un vin de collectionneur. C'est un truc unique, c'est un truc qui a une valeur, je crois qu'ils font 3000 bouteilles, enfin je sais même pas, j'en sais rien, le font en petite quantité. C'est ce genre de truc, effectivement, c'est une collectible édition. Dom Pérignon le fait chaque année quand il fait sa collaboration avec les artistes et qu'ils ont des... D'un certain côté, tu peux dire que Mouton le fait chaque année aussi avec ses étiquettes qui sont différentes chaque année, qui rajoutent en fait un côté unique à cette pièce-là et un côté encore plus recherché, parce que tu vas avoir même tu peux avoir aussi, tu peux rentrer dans les détails, dans les collectionneurs, mais t'as différents encore sous-comportements, mais t'en as pour lesquels la collection est verticale et l'autre est horizontale, donc ils vont vouloir avoir absolument toutes les références de tous les millésimes, il faut que ce soit complet. Il y en a pour qui c'est absolument pas d'importance, et il faut que ce soit au gré de ce qu'ils aiment et que ça reflète leur personnalité. Tu vas avoir plein de comportements, mais ce qui est pour moi important et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte de ça. C'est qu'en fait, on a affaire quand il s'agit des collectionneurs, on a affaire à une niche de consommateurs qui ne répond pas aux mêmes règles que les autres. Et qui, du coup, tu vas devoir t'y adresser de façon différente. Et que dans les... Enfin, après, je sais pas. Moi, je vais te laisser te poser tes questions, parce que sinon, je vais partir dans un monologue de 1h30, mais... Alors, voilà. L'autre sujet que tu as commencé à aborder et qui m'a pas mal marqué, moi, ce matin, pendant la conférence, c'est la transmission. Ouais. Et notamment, tu as expliqué que la transmission familiale, c'est largement perdu. Ça étonnera, je pense, pas forcément certains auditeurs et auditrices, mais que ce mécanisme, il est aujourd'hui ailleurs, et qu'il existe toujours, mais qu'il est dans des lieux et avec des groupes différents. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu expliques ce matin ? Oui, comme d'habitude, je suis tout le temps dans la nuance, il n'y a pas de... Mais en fait, donc du coup, un des deuxièmes apprentissages de cette étude, c'est que on a voulu savoir, encore une fois, la première étape, c'est où et comment le consommateur qui a moins de 40 ans aujourd'hui et qui achète ça, on l'a pas dit, pardon, on est allé vite sur la méthodologie, mais c'est important. Pour cette étude, on a déterminé, donc encore une fois, on avait 6 marchés qui sont des marchés villes, qui sont pas des marchés de pays, et pour lesquels on a déterminé le grand vin ou le fine wine avec une notion de prix. On fonctionne pas forcément tout le temps comme ça à Rény, mais quand on fait du quanti, on met une notion de prix. Il y avait une méthodologie pour déterminer les prix, mais pour te donner une idée, sur le marché anglais, on était à 50 livres en prix consommateur. 50 livres et plus ? Et plus, à partir de 50 livres. 50 livres, c'est des prix planchers. Et en France, on était à Paris, on était à 65 €. Aux États-Unis, on était à $75. Et après, je crois que c'était $120 de Singapour, 800 RMB en Chine. Et Hong Kong, je me souviens plus, j'ai un trou. Mais c'était, ce qui est important, c'est pas, ce qu'on a fait, c'est pas des équivalences de devises. On a fait toute une méthodologie pour essayer de comprendre, pour un même vin donné, combien le consommateur doit payer pour avoir accès au même vin. En fait, on a fait une équivalence à partir du producteur et pas simplement une simple traduction de devise. Donc, comme je te disais, la question, c'était ce consommateur de moins de 40 ans dans ces 6 villes différentes. En fait, c'est quoi le point de départ? C'est quoi le moment qui va le définir, son moment clic un peu, qui fait qu'à un moment, il va s'intéresser au fine wine? Et l'hypothèse qu'on avait de départ, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait 6 hypothèses de départ, de recherche de départ, et on n'en a validé qu'une seule. Les 5 autres, elles ont soit été réfutées. Contredites, ouais. Ouais, soit on a apporté beaucoup de nuances dans la réponse. Et une des hypothèses qu'on avait, c'est il va y avoir un impact important et une différence énorme en fonction du pays de départ, c'est-à-dire que et de ton environnement de départ. C'est-à-dire que si tu as du vin dans ton environnement, ou si tu n'en as pas, ça va impacter ton voyage et ton parcours consommateur. Et en fait, ça, c'était faux, parce que les résultats, ils sont valables à travers les 6 pays et tout le monde suit les mêmes patterns, en fait, les mêmes mouvements. Et en fait, on s'aperçoit que l'intérêt des jeunes consommateurs, il vient pas du tout à travers la famille. Et le titre qu'on a de ce chapitre, c'est pas la famille, c'est les amis. Et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux avant,
Tu peux avoir des parents qui sont collectionneurs, tu peux avoir du vin tous les dimanches ou pas, parce que ce modèle de transmission familiale, c'est vraiment une image d'Épinal qu'on a en France, mais qui correspond pas à la réalité du marché. Et je sais même pas si ça a déjà été la réalité. Quand tu disais ce modèle de transmission s'érode, en fait, nous, quand on a parlé même avec les consommateurs du marché parisien, ou même de ceux de Londres, qui depuis très longtemps ont des parents qui peuvent aussi consommer du vin, il y avait du vin dans leur entourage, mais en fait, je pense qu'on fantasme le repas du dimanche et du poulet rôti et du père qui parle pendant des heures des tanins et des millésimes de Bordeaux. Et les gens disaient, ouais, il y avait du vin à table. Mais une fois que mon père, il avait ouvert la bouteille, on le buvait, mais on n'en parlait pas, en fait. Oui, mais sans en parler, ça fait partie de ton environnement et de ta culture. Sauf que ça n'a pas d'impact dans ce qui les a intéressés au grand vin. Il faut que leur curiosité, elle soit validée par un père. Et pas un père P-E-R-E, mais P-A-I-R en fait. Il faut que ce soit quelqu'un qui leur ressemble, qui à un moment va valider cet intérêt et qui ait une prise de conscience en interne de tiens, ça peut être pour moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, du coup, ceux qui parfois avaient des pères, parce que c'est toujours le père, en tout cas dans les exemples qu'on a eus, qui PERE, cette fois. PERE, qui étaient hyper motivés, ils sont retournés vers le père PERE, une fois que leur père PAIR leur a fait comprendre que ça pouvait être pour eux. Mais c'est pas ce qu'a fait le père avant, en fait. Il faut qu'à un moment, ils se rendent compte que ça peut être pour eux. Mais, par exemple, dans les marchés comme Shanghai, on a des gens qui avaient jamais goûté de vin avant et qui ont des copains qui leur ont dit, bah tiens, tu devrais t'intéresser au vin, ça peut t'intéresser. Et qui, dès le lendemain, sont allés signer un cours du WSET, se sont mis à acheter des bouteilles. On a des gens qui ont voyagé en France pour la première fois, ont vu un prix d'étiquette et qui se sont dit, mais mon Dieu, comment ça peut coûter un prix pareil, une bouteille de vin? En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est validé par un père, donc quelqu'un qui te ressemble, qui a ton âge, et qui te dit, tiens, du coup, qui te permet de te projeter en disant, ça peut être aussi pour moi. Et la deuxième chose ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu vas comprendre que tu comprends pas. Tu vas comprendre que dans l'univers des grands vins, il y a un truc que tu saisis pas. Qu'est-ce qui fait que ce vin, il a pas du tout le même goût que les autres? Par exemple, quand tu vois, tu as goûté plein de vins dans ta famille, mais tu n'as jamais goûté un grand vin qui, à un moment, va te dire, mais attends. Mais on a eu aussi le phénomène inverse à Hong Kong, quand on a parlé à des jeunes de familles très aisées qui boivent tous les grands Bourgognes depuis qu'ils ont 10 ans, parce que c'est uniquement ce qu'il y a chez eux, ou c'est quand ils ont commencé l'université, et où là, ils ont goûté des vins normaux, ils se sont dit, ah ouais, ça n'a pas le même goût. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est cette prise de conscience de, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et ça peut vouloir le coup, ça peut m'intéresser de comprendre. Et en fait, je vais commencer à m'y intéresser, je vais commencer à regarder. On a mesuré aussi après les sources d'influence, quelles étaient les premières sources d'influence qu'ils allaient utiliser en fonction des âges. Mais cette curiosité-là, elle est vraiment validée par les pairs. Et ce qui est, si tu veux, pour moi, c'est libérateur parce que ça veut dire qu'on n'est pas prisonnier de la génération d'avant. On n'est pas obligé d'aller dans des marchés où il y a déjà des collectionneurs d'avant pour avoir la nouvelle génération de collectionneurs. Et on n'est pas obligé d'avoir le repas du dimanche midi avec le poulet rôti et le vin pour avoir la génération de consommateurs. Ce qu'on est obligé d'avoir, par contre, c'est une visibilité du vin et c'est encore un des seuls endroits où le vin et les grands vins ont un objectif commun. C'est à partir du moment où on verra plus les gens boire du vin, que ce soit à la terrasse d'un restaurant, que ce soit dans un univers de consommation, à partir du moment où le vin va perdre de la visibilité, c'est là où on va avoir un problème. Et si on pouvait collectivement insérer des représentations du vin dans des moments d'amitié, on aurait encore plus de chances de jouer là-dessus. Mais en gros, toi, en tant que marketeur, tu peux faire tout ce que tu veux pour cette population-là, tant qu'elle n'a pas internalisé cette curiosité et se dire tiens, ça peut être pour moi, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est imperméable en fait, ça leur passe par-dessus. Je voudrais approfondir sur cette question de naissance de la curiosité là, mais avant je voudrais qu'on fasse un petit aparté. Je voulais te poser la question au début, mais on est parti très vite dans le cœur du sujet. J'ai pas su me retenir. C'est sur la méthodologie de travail. Comment est-ce que vous avez travaillé pour obtenir vos résultats ? Ouais, je pense que c'est important la méthode parce que ça te dit aussi si les résultats sont représentatifs ou pas et dans quelle mesure. Quand on a décidé de mettre en place ce projet, donc une fois qu'on a décidé des questions qu'on voulait traiter et de l'angle qu'on voulait prendre, on a mis en place un réseau de partenaires en fait, qui ont été des partenaires financiers mais aussi des partenaires pour arriver à réaliser cette étude, qui sont des partenaires privés qu'on a voulu dès le départ issus de différents points de la chaîne de valeur des grands vins. Et je peux t'expliquer aussi pourquoi, il y avait un raisonnement derrière. Mais on a 3
partenaires financiers principaux de cette étude. Le premier, c'est Vin d'Exception, que vous connaissez peut-être mieux en France. C'est la branche de LVMH. On avait interviewé Mathieu Julien il y a quelques années, qui était passé dans le podcast. Et ben voilà, oui, effectivement, j'avais oublié et c'était une super interview d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Donc Mathieu Julien et Vin d'Exception qui gèrent 4 propriétés LVMH qui sont pas dans la partie moi Tennessee, qui sont le domaine des Lambrets en Bourgogne, Cheval Blanc, Yquem et Colguin. Colguin Cellar en Californie. En Californie, ouais. Cheval Blanc et Yquem, j'ai pas dit que c'était à Bordeaux, mais voilà. Et puis ensuite, on a Berry Bros. Road. Donc là, c'est peut-être un petit peu moins connu de tes auditeurs. C'est le plus vieux marchand britannique de vin. Donc, ils ont 325 ans, je crois, l'année dernière. Et qui sont spécialisés dans les grands vins. Et donc, ça fait 325 ans qu'ils tradent. Et comme c'est des Britanniques, ils aux 4 coins du monde en développant aussi les structures logistiques, etc. Donc, ils ont une vraie expertise sur la commercialisation. Et puis, 67 Pall Mall, qui est un private member club. Alors aussi, c'est un concept qui est très britannique. Mais un club privé d'amateurs de vin pour amateurs de vin, et donc en fait où tu viens, tu payes ta membership à l'année et tu peux venir et tu as une carte des vins, tu peux stocker tes vins, etc., c'est un club qui est initialement à Londres, et qui ouvre des antennes dans plusieurs endroits dans le monde, dont Beaune et Bordeaux dans les années à venir. Et pour l'instant, il y a Londres, Verbier en Suisse, Singapour et une petite antenne à Hong Kong aussi. Et en fait, donc on les a choisis pour plusieurs raisons. Et je les remercie infiniment parce qu'ils ont tout de suite accepté aussi le côté collaboratif et le côté de le faire à plusieurs, et aussi de le faire avec ce qui est le cœur d'Areni, c'est-à-dire le faire pour pouvoir être partagé. Parce que nous, ensuite, après, il faut qu'on puisse le diffuser au niveau de nos membres. Et donc, du coup, de supporter un petit peu le coût de cette étude pour finalement que ce soit partagé au plus grand nombre, et dont ceux qui pourraient être vus comme leurs concurrents, mais c'est 3 partenaires qui comprennent que, on dit en anglais que la marée qui monte fait lever tous les bateaux, quoi, en fait. Donc, un mouvement positif favorise la filière. Et on les a choisis à différents endroits, production et distribution. C'était important pour moi parce que on pourra en reparler, et on en avait un petit peu parlé lors du dernier podcast. Pour moi, il y a quand on parle du consommateur de demain, au niveau des grands vins, c'est un duo qui doit se faire entre la production et la distribution. Aucun des 2 acteurs n'a la solution complète, parce qu'en fait, le consommateur, il veut parler qu'aux producteurs, ou principalement aux producteurs, mais le producteur, il a besoin d'identifier ses consommateurs. Et ça, sur 80 pays, sur des marchés de niche, il a besoin absolument du distributeur pour le faire, jusqu'à preuve du contraire. À échelle, tu as besoin. C'est ce côté de ce que j'appelle, moi, la distribution de précision, ce travail de duo de précision entre les distributeurs et les producteurs, qui, pour moi, est une des clés de succès de la conquête des jeunes consommateurs de demain. Donc, c'était important pour moi de les faire collaborer là-dessus aussi. Donc, je m'étends un petit peu, pardon. Mais en plus de ça, on a eu aussi des partenaires locaux, donc dans chacune des villes, que ce soit Shanghai, Hong Kong, Singapour, Paris et New York, où on a eu d'autres partenaires qui sont aussi venus participer à la logistique de cette étude. Et ce que je disais ce matin, je rigolais, mais si je dois remercier tout le monde, ça vraiment, tu vois, on dit it takes a village, mais c'est vraiment ça. On a eu énormément de monde qui nous a aidés, parce que du coup, ce qu'on a fait, on l'a fait en 3 temps. On avait une partie quanti, où donc du coup, on avait un questionnaire qu'on a proposé devant des collectionneurs, devant des acheteurs de grands vins, donc des gens qui achètent régulièrement prix plancher et au-delà. Donc bien sûr, on l'a fait à travers les bases de données des marchands, mais on l'a fait aussi sur des bases de données un peu plus locales. Et puis, on a interviewé beaucoup de collectionneurs en privé, en one-to-one. On a fait beaucoup de focus group. Et en plus, dans les focus group, on a aussi ajouté, on a fait beaucoup de focus group avec les étudiants des grandes écoles pour avoir la génération vraiment d'après. Et puis, on a fait beaucoup d'interviews du trade aussi, parce que c'est toujours très important pour avoir le contexte, parce que le collectionneur, il a sa vision à lui, mais remettre sa vision dans le contexte, c'est toujours très important. Donc, en fait, on a une méthodologie à plusieurs étapes et à plusieurs niveaux. La grosse question, c'est est-ce que les résultats sont complètement représentatifs et statistiquement valables ? Non, encore une fois, parce qu'on sait pas ce que c'est un échantillon représentatif du consommateur de grand vin. Donc, on a des limites à la méthodologie. C'est pour ça que c'est important qu'il faut le préciser. C'est pas universel. On sait pas si c'est vrai sur tout le monde. On peut pas le prouver. Mais on sait que c'est quand même assez intéressant pour qu'on puisse s'en servir au niveau des stratégies statistiquement. Est-ce que c'est représentatif ? On ne sait pas. Mais c'est représentatif d'une grosse part de la réalité du marché.
Je reviens sur la naissance de la curiosité dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que cette curiosité, elle peut naître d'une émotion? C'est souvent ça. De toute façon, j'allais dire, c'est presque tout le temps d'une émotion. Quand tu réalises que t'as pas compris, c'est que ça t'a... Tu vois, quand t'as quelque chose qui t'interpelle, enfin, je sais pas, je suis pas neurologue ou spécialiste de ce qui se passe dans ton corps, et est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est une autre forme de réaction, mais c'est quelque chose qui est très intime, quoi, tu vois. Mais je pense que je comprends ta question. Est-ce que c'est une émotion aussi de dégustation? Ouais, c'est ça, parce que tu parlais beaucoup du fait de faire ça un peu par mimétisme, ou en tout cas d'avoir des gens autour de soi qui te font comprendre que c'est un monde qui est fait pour toi et qui peut t'intéresser. Ma question, effectivement, c'est de l'émotion de dégustation. Est-ce qu'un jour, tu as le déclic parce que tu dis, tiens, je goûte quelque chose, je pensais pas que ça pouvait être aussi bon ou aussi émouvant que ça, quoi. Il y en a, oui. Et c'est souvent le cas de, tu vois, on a tous, quand tu demandes aux gens, vous avez peut-être un vin que vous vous rappelez, qui a fait de vous un passionné. Le début de la passion, en général, on a tous un vin qu'on peut... Donc, t'as des gens comme ça qui vont dire, bon, bah voilà, c'est mon cousin ou mon meilleur pote qui, quand j'ai passé mon diplôme, m'a offert cette bouteille de vin qu'on a ouvert ensemble. J'avais jamais goûté un vin comme ça et du coup, j'ai voulu comprendre. Ouais, mais je dirais que c'est plus une réalisation qu'une émotion. C'est plutôt ce côté, je réalise qu'il y a un truc, comme je te disais, il y a des gens où c'est quand ils ont goûté pour la première fois un vin qui coûtait 20 € et qui se sont dit, mais, et encore 20 €, j'en sais rien, enfin, ce que tu bois quand t'es étudiant à Oxford, peut-être même 10 ou 5, et eux, ça a été la réalisation contraire. C'était, en fait, du coup, moi, dans mon environnement, parce que t'as beaucoup de population, enfin, on a aussi parlé aux ultra high net worth, qui, eux, boivent du Pétrus comme moi, je bois... Du Whispering Angel? Non. Ouais, j'allais pas faire de comparaison parce que je veux pas... C'est pas parce que t'es pas cher que t'es pas bon, donc c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je bois pas du Pétrus tous les jours, en tout cas. C'est pas mon vin de... Tu vois, j'en bois pas... Non, mais ça reste exceptionnel pour moi, quoi, tu vois. D'ailleurs, pour abonder dans ton sens, aujourd'hui, là, j'ai dégusté beaucoup de vins à Wine Paris, des vins entre 6 et 9 € qui étaient délicieux. Voilà. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même différent encore en termes de goût et de structure qu'un Pétrus. Et donc, pour quelqu'un qui a grandi à boire que du Pétrus, de la Romanée Conti et du Christophe Roumier, la première fois que tu bois un vin à 6 € parce que tu commences ton université, tu te rends compte, je sais pas si ça leur a fait une émotion, pour répondre à ta question. C'est pas forcément une émotion dont on l'entend, nous, le truc, je réalise que j'étais porté par les dieux et tu vois, ça m'a transporté. C'est plutôt une réalisation de tiens, en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était spécial. C'est surtout ça. Et pareil pour les quelques personnes à Shanghai qu'on a eu en focus group qui n'avaient jamais goûté d'alcool avant. Donc en plus, ils partaient d'un environnement où il y avait même pas d'alcool dans leur famille. Et donc où ils se sont retrouvés dans un environnement qui était un petit peu différent, dans un environnement où peut-être ils étaient plus entourés, le vin était peut-être plus présent. Donc ils étaient en études en Australie, au Canada ou en France. Et on a eu des cas, des gens qui se sont dit, ouais, j'ai vu cette étiquette, j'ai vu ce prix-là, j'ai jamais goûté de vin, mais je voulais comprendre comment ça pouvait coûter ce prix-là, en fait. Donc l'émotion, je sais pas. Je sais pas à ce moment-là. Là, ce que tu nous décris, tu m'arrêtes si je fais fausse route, mais c'est comment est-ce qu'on met le pied à l'étrier à ces gens-là? Comment est-ce qu'après, tu fais perdurer le truc? Parce que c'est quelque chose d'avoir sa curiosité qui est piquée, ouais. Mais se mettre à acheter des vins de manière déraisonnable pendant les 25 années qui suivent, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc comment est-ce que tu passes cette somme-là, que tu sois collectionneur ou pas, mais c'est ce que je disais ce matin. Je dis, s'il suffisait d'être curieux sur le monde du vin, moi je serais la plus grande collectionneuse du monde, quoi. Enfin, si c'était juste la curiosité qui suffisait. Et effectivement, c'est la question logique, c'est comment tu passes de ce premier stade qui est de nécessaire d'éveil de la curiosité, de réalisation que je comprends pas et que c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, c'est la complexité qui est intéressante. Et nous, ce qu'on a vu, et c'était... Moi, je pensais pas que ce serait aussi clair et que ce serait la même chose sur tous les marchés. C'était une de mes apprentissages personnels. C'est qu'il faut 3 conditions. Et ces 3 conditions, elles sont essentielles. Il faut qu'elles soient là toutes les 3 pour arriver à en faire des consommateurs engagés, qu'ils soient collectionneurs ou pas. Mais... dans un certain cas, ça va quand même être des collectionneurs parce que les vins qu'ils achètent, ils sont difficiles à trouver. Tu descends pas forcément à ton caviste pour les acheter. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te construises des réseaux d'accès aux vins qui sont un petit peu spécialisés. Et donc, justement, la première des conditions qu'il faut, c'est l'accès. Alors, l'accès à l'argent et à un certain pouvoir financier parce qu'on parle de vins qui sont plus chers. Donc, une des premières choses, c'est qu'il faut avoir un spending power nécessaire. Un pouvoir d'achat très important. Un pouvoir d'achat important, en tout cas. Mais l'accès, ça veut aussi dire avoir accès au vin. Et c'est ce que je te disais, parce que
t'as quand même des univers un petit peu parallèles, alors peut-être un petit peu moins en France, et encore on pourrait en débattre, entre les vins qui se trouvent et les vins qui se trouvent pas. Et les vins qui se trouvent pas, en général, encore une fois, tu vas pas aller les trouver ni au Monoprix, ni au caviste du coin. T'as quand même des circuits de distribution qui sont un petit peu sortis des grandes routes et qu'il faut que tu connaisses un petit peu pour à savoir où c'est, en fait, si tu veux les trouver, où est-ce que tu dois aller. Encore plus à Londres, où là, c'est complètement séparé, fine wine du reste, où tu as des marchands qui sont là depuis 300 ans, qui ont... Voilà. Pour des auditeurs et des auditrices du podcast, je pense qu'un domaine qui peut leur parler, c'est Auvernois-Ouillon dans le Jura. Par exemple. Qui est un domaine iconique, très petite production. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens chez les auditeurs ou les auditrices qui soient capables de te dire où comment est-ce qu'ils vont le trouver. Où est-ce que tu vas aller l'acheter. Tu peux penser à des vieux millésimes qui sont plus rares, tu peux parler à des domaines qui sont produits en toute petite quantité en Bourgogne, ou tu vois, tu sais pas forcément où est-ce que tu dois aller pour les trouver. Tu les connais, mais si un jour tu veux les acheter, il faut que tu saches un peu, c'est pas évident. Il y a quelques mois, on a eu Fiona Morrison dans le podcast qui fait le pain à Pomerol. Ils font quelques milliers de bouteilles par an. Alors, au-delà du prix, qui est un prix très élevé, moi, je suis incapable de savoir où trouver le pain. Solos, moi, je vais acheter Solos demain. Je sais pas... Tu vois, je vais tenter... Autre bon exemple, ouais. Je vais tenter quelques cavistes où je me dis peut-être qu'ils l'auront, mais ils l'auront peut-être pas, tu vois. Donc, justement, la première chose, donc du coup, cet accès, c'est l'accès aux bouteilles. Et c'est là où, encore une fois, j'en reviens à mon jeu vidéo, parce que si le jeu est trop simple, ça les intéresse pas. Si le jeu est opaque et qu'ils comprennent pas les règles du jeu, ça ne les intéresse pas non plus. Et ça, c'est très important. Parce que si tu regardes un jeu vidéo, t'as toujours le boss final à la fin. Je sais pas, tu joues aux jeux vidéo un peu Non, mais je jouais à la Game Boy quand j'étais petit. Tu joues à Mario, Super Mario, voilà. Les Tortues Ninja, voilà. Et t'as le boss final à la fin, et il te faut toute une progression, toute une étape à travers les niveaux. Et donc, c'est ça qui te permet de rester engagé. Et à la fin, t'as le boss final. Et tu peux pas le battre tout de suite, sinon c'est pas drôle. Le boss final dans le monde des grands vins, et pour le futur visible et prévisible à venir, ces boss finaux, on les connaît, c'est peut-être 30, 40 vins dans le monde que tout le monde a envie de goûter, et que si tu te lances là-dedans, tu vas dire à un moment de ma carrière, à un moment de ma progression, je vais avoir envie de les goûter. Peut-être pas tout de suite, parce que je comprends que c'est complexe. Je comprends que Auvernois, il est pas accessible tout de suite et qu'il faut que j'arrive à y accéder. Mais à un moment, je veux savoir comment il faut faire. Et par exemple, on arrive sur le système des allocations, et notamment des systèmes des allocations comme il peut se passer avec les Fine Wine Merchants en Angleterre. En France, il doit y avoir d'autres façons de le faire, mais comment tu décides qui a droit d'acheter ces vins? Quand toi, t'es un marchand et que t'en as, tu les donnes à qui, tes allocations? Et jusqu'à présent, ces systèmes-là, ils sont un petit peu opaques, on sait pas trop. Toi, quand tu rentres dans le système, il n'y a pas, tu vois, un manifesto qui te dit, voilà, les différentes étapes qu'il faut que vous suiviez pour qu'à un moment, on vous propose de pouvoir les acheter. C'est pas très clair. Et quand ils apprennent, souvent, c'est des conditions qui, en plus, leur paraissent pas forcément super fair, super équitables, parce qu'on va te demander un minimum spent de 200 000 livres par an pour avoir la chance dont on t'offre la possibilité d'avoir l'allocation de ce domaine. On va te demander d'avoir été client pendant 20 ans, alors que toi, t'en as 25, ça compute pas trop. Et du coup, il y a à la fois cette lisibilité des règles et à la fois cette côté faire en fait des règles. Si c'est pas possible pour eux, s'ils disent je vais pas attendre 20 ans pour avoir une alloc parce que les sous je les ai maintenant et j'ai pas envie d'attendre. Tu vois, j'ai envie de savoir que ça va être possible dans quelques années. Ou s'il faut qu'ils dépensent 200 000, ou il faut qu'ils, si j'achète le jeu beaucoup en Angleterre, et encore une fois, je connais un petit peu moins le système en France, mais le jeu des Fine Wine Merchants, c'est que pour avoir accès à ce vin-là, il faut que tu achètes 48 bouteilles d'un autre vin que t'as pas envie d'avoir. Et ça, c'était des jeux que les anciennes générations de collectionneurs ont joué. Donc se retrouvent sur les 8000 bouteilles qu'ils ont en cave, en avoir la moitié qu'ils n'ont jamais voulu avoir en cave, que c'était juste ce qui leur permettait d'arriver. Et ça, la jeune génération, elle a du mal. Elle veut plus trop. Ça, il me semble qu'en France, ça se fait un peu plus au niveau des domaines, en fait, en direct, quand tu as des allocations. Certainement. On a moins ce filtre des marchands. Oui, mais c'est le même principe, en fait. Et le principe, c'est un peu le même. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, alors j'ai pas d'exemple précis à citer, mais ce qui se dit, c'est que il y a certaines allocations où on te dit, si tu veux 3 grands crus, il faut me prendre 24 villages, 24 à ligoter. Et je comprends le jeu, hein. Et encore une fois, si c'est clair, si c'est pareil pour tout le monde,
Et si ça reste dans la limite du raisonnable, parce que tu peux pas leur demander d'en faire 3000 bouteilles de plus pour qu'il y ait plus de gens qui soient contents. C'est pas possible et c'est contre-productif en plus. Donc, mais c'est comment tu vas pouvoir le faire. Nous, on a proposé un système. Est-ce que tu peux pas avoir une partie de ton allocation, par exemple, parce que c'est aussi normal que tu récompenses tes consommateurs les plus fidèles, les gens qui dépensent 200 000 livres par an chez toi depuis 20 ans. Je vais dire à personne d'arrêter de leur vendre du vin, quoi, tu vois. Venus, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de tes allocations que tu peux réserver, peut-être 20%, que chaque année tu ouvres et tu mets peut-être un système de loterie où tu offres la participation aux gens de s'inscrire et c'est un tirage au sort. Pas pour tout, mais peut-être pour 10 bouteilles, j'en sais rien. Quelque chose qui peut permettre aux jeunes consommateurs qui ont de l'argent, parce qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir d'achat de certains jeunes assez rapidement et la volonté de le dépenser dans le vin. Mais comment tu peux faire pour leur laisser ces portes d'entrée ? Donc ça, c'est la première règle, c'est cette règle d'accès. Accessibilité. En fait. Et de niveau, de progression par niveau. Tu vois, de comprendre un peu la flexibilité. Bon, je pense que t'en as peut-être parlé avec, ou tes auditeurs en ont déjà entendu parler, mais le fait de devoir acheter par caisse de 12, ça parle plus à personne. Maintenant, tu veux une caisse de 3 et tu veux pouvoir les bouger rapidement. Il y a le côté du stockage. Bon, que ce soit à Londres ou à Hong Kong, tu as le côté inbound où tu sais, tu peux garder hors taxe, sans avoir payé la TVA, etc. Du coup, tu peux bouger ton stock plus facilement. Il y a plein de choses sur ce qu'on appelle en jeu vidéo le tight mechanics. Il faut que ton jeu, il fonctionne bien. Il faut que ce soit smooth. S'il y a un bug dans le système, ça fonctionne pas, le joueur il décroche. Et c'est exactement pareil pour ce côté-là de l'accès. Ça, c'est la première chose. Et c'est important déjà, on a pas mal de choses à régler sur ce côté-là au niveau de la transparence. Deuxième condition ? L'éducation. Parce que, comme tu l'as compris, ce qui te pique ta curiosité, c'est que tu comprends que t'as pas compris. Donc à un moment, tu vas vouloir comprendre. Et l'éducation, c'est Alors, les conditions que je dis, c'est pas forcément des étapes chronologiques. Et l'éducation, c'est justement une des choses qui change le plus entre les marchés de l'Asie, par exemple, et les marchés et les marchés occidentaux. C'est qu'en Asie, on commence par l'éducation. C'est une des premières choses que tu fais dans ton truc. C'est que dès que tu as un soupçon d'intérêt, tu t'inscris au WSET ou à un cours équivalent. En Europe, on l'a vu un peu plus tard dans les parcours de consommateurs, parce que tu sois en France ou à Londres, t'as plus d'accès, c'est plus facile. Si t'as envie d'apprendre sur le vin, tu ouvres ta porte et tu trouves des gens qui veulent t'en parler, mais c'est beaucoup plus facile d'accès, que ce soit au niveau des bouteilles et au niveau des ressources. Puis c'est des cultures aussi différentes où en Asie, le côté diplôme et éducation est aussi énormément valorisé au niveau du statut. Et donc ça, c'est très intéressant. J'ai plus les chiffres en tête et c'est assez visuel comme graphique, mais du coup, nous, dans l'étude, on a étudié 6 classes d'âge qui vont de under 25, donc moins de 25. Donc 25 et moins, 26-30, 31-35, 36-40, 41-55 et 55 et plus. 56 et plus, ouais. Et en fait, tu vois, au niveau de l'éducation, qu'il y a eu un énorme shift dans les 20 dernières années, parce que tout le monde qui a moins de 40 ans, l'engagement au niveau de l'éducation entre ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui vont le faire, il y a un pourcentage énorme d'engagement par rapport aux 40 ans et plus et aux 56 et plus, qui eux ont été une génération de collectionneurs qui sont pas forcément passés par l'éducation structurée, certifiée, certifiante. Et on voit, et ça c'est un gros changement, et le WSET a été un des acteurs principaux de presque rendre ça, j'allais dire, obligatoire. Là où la nuance elle va avoir aussi, par contre, c'est que on se rend compte quand même quand on fait les interviews que les systèmes d'éducation qu'il y a en place en ce moment, ils sont pas forcément adaptés aux jeunes acheteurs de vin cher, on va dire, pour pas tous les appeler collectionneurs, parce qu'ils sont pas forcément tous collectionneurs. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils ont envie de savoir. Ils ont pas les systèmes d'éducation qu'on a aujourd'hui, c'est des systèmes très horizontaux où tu présentes l'Ariora, on va te le faire de façon très horizontale. Il faut que tu comprennes toute la région, le système d'appellation, l'histoire, les degrés de vieillissement, etc. Un jeune collectionneur aujourd'hui ou un jeune amateur de grand vin, il va dire non, mais moi, je veux que tu me dises les 5 domaines. Déjà, c'est pas à travers la région, c'est le filtre du domaine en premier. Je veux que tu me dises les 5 domaines qui comptent, pourquoi ils comptent et comment je les trouve. Et c'est ça qu'ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus sélectionné pour eux. Et ils ont aussi besoin de ce qu'on appelle le fine wine literacy, c'est-à-dire c'est quoi le marché secondaire, comment ils stockent, où est-ce qu'ils peuvent trouver justement
quel type d'accès ils doivent développer, quel type de réseau ils doivent développer pour avoir accès aux bouteilles, pour avoir accès aux allocations. Et ça, c'est des choses qui se fait beaucoup dans le réseau. Enfin, c'est pour ça que les collectionneurs produisent des collectionneurs. Et c'est aussi très environnemental. Parce que c'était mentor, en fait, un petit peu dans le truc. Mais tu vois, tu parlais de complexité tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ce que tu décris là, c'est pas un peu à l'inverse de ce qui s'est passé pour la génération d'avant? J'ai l'impression que ce que tu décris, il y a une partie où les nouveaux collectionneurs, là, en tout cas ceux qui ont moins de 40 ans, ils veulent, j'allais dire qu'on leur mâche un peu le travail, ou en tout cas qu'on les oriente tout de suite vers ce qui compte. Ouais. Et pourquoi ils comptent, plutôt que d'essayer de chercher à comprendre une région et pourquoi est-ce qu'ils comptent. Okay. C'est beaucoup plus accéléré, mais c'est parce que aussi, pour être honnête, je sais pas, hein, ça j'ai pas testé près d'eux, ça peut être une de mes explications, c'est que quand tu étais collectionneur il y a 30 ans, le monde des grands vins, il était vachement plus simple. Hein. Et le monde des vins était vachement plus simple. De savoir ce qu'il fallait que tu collectionnes, c'était plus facile. Tu n'avais pas 8000 régions qui étaient potentiellement intéressantes pour toi. Maintenant, c'est... Oui, il y en a dans tous les pays producteurs. Ouais, et dans les régions, et dans les styles de vin. Donc c'est pas forcément que la nouvelle génération qui veut qu'on leur mâche et que ça aille plus vite. C'est aussi s'ils se mettent à tout apprendre, c'est pas possible, en fait, au niveau de... Donc ils ont envie d'apprendre. Et il y a aussi un des clichés, je pense, qu'on a, c'est qu'on pense que les gens entrent par le vin entrée de gamme et montent en vin haut de gamme. Et ça marche pas du tout comme ça aujourd'hui. Non, ça dépend vachement de ton environnement de départ, j'imagine. Ouais, et même ces transferts du plus bas jusque plus haut, il faudrait qu'on le teste dans le temps, mais nous, on le voit pas du tout, quoi. T'attaques au milieu plus, et après tu montes, mais tu commences pas par le bas. En fait, on a très peu, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je suis passée rapidement en disant... un des seuls points communs maintenant que le vin et les grands vins ont, parce qu'on voit de plus en plus que c'est deux milieux qui évoluent en parallèle, et ce qui se passe au niveau des vins n'implique pas les grands vins et vice-versa. En fait, même les collectionneurs même les acheteurs, il y a très peu de perméabilité au niveau des prix. Les gens qui achètent des vins à 50 € et plus, ils vont peut-être en acheter à 20, mais ils vont pas en acheter à 5, en fait. Ils vont pas jusqu'au début de l'entrée de gamme. Et ils en ont certainement très rarement acheté à 5. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui vont se reconnaître là-dedans. Ouais. Donc, et encore une fois, pas de jugement pour les vins à 5 €, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est juste que tu ne construis pas les consommateurs de grands vins de demain par l'entrée de gamme. Tu le construis au moins à partir du milieu de gamme. Et la dernière, et ça fait un peu partie de ça, la dernière condition qu'il faut, c'est la communauté. Et ça, encore une fois, c'était une des hypothèses que j'ai rédigée au départ, qui a été nuancée. C'est, on a tendance à penser que les gens vont trade up, donc vont monter en gamme de prix, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat. Donc tu grandis au fur et à mesure de ta carrière, tu gagnes plus d'argent, automatiquement tu as plus d'argent, tu mets plus d'argent dans tes vins. Et c'est que partiellement vrai. Parce qu'en fait, tu le fais uniquement sur ta communauté, uniquement si les gens autour de toi, ils montent en même temps que toi, en fait. Parce que s'ils arrêtent de monter, eh ben, toi, d'un coup, t'as plus le cercle social qui valide et qui rationalise encore ton comportement qui est pas du tout rationnel. Et ce qui se passe, et ça, on l'a vu à travers tous les pays, et je suis sûre que toi, c'est la même chose et que beaucoup d'auditeurs l'ont aussi. Les jeunes, enfin, en tout cas, les gens aujourd'hui qu'on a interviewés, ils ont deux vies, ils ont deux réseaux d'amis. Ils ont leurs amis normaux, ils ont les amis du vin. Et les amis du vin, la première chose, et presque exclusivement ce qu'ils attendent des amis du vin, c'est une occasion d'ouvrir les bouteilles avec eux. Ils sont là pour ouvrir des bouteilles, en fait. Ils sont là pour ouvrir des bouteilles parce que c'est des gens qui ont un intérêt et un pouvoir d'achat qui est le même qu'eux. Donc, ils peuvent naviguer dans les mêmes eaux et qui vont, encore une fois, se rationaliser le comportement les uns des autres. Parce que si tu ouvres ta bouteille, tu as peut-être des amis qui vont être super contents de la goûter. Ta bouteille à 150, et même des fois, c'est même pas le prix, c'est ta bouteille d'Auvergnat que tu as trouvé en plus à un bon prix, un millésime introuvable, etc. Et t'as tes potes qui vont dire « Ah ouais, il est bon ton vin », et puis qui passent à autre chose. Et toi, t'es là « Non, mais attendez, vous avez pas compris. J'ai passé 6 mois à le chercher. J'ai fait 3 enchères. Enfin, tu vois, j'ai mobilisé je sais pas combien de fois pour avoir cette bouteille de vin. Des fois, tu dis en plus, j'ai cassé ma tirelire pour aussi l'acheter. Et tu peux pas juste me dire « Il est bon ». T'as besoin de gens qui soient là aussi pour rationaliser ce comportement et qui disent « Ah ouais, on apprécie vraiment, tu vois, on comprend.
On est des gamers comme toi, on sait ce que ça vaut de finir FIFA. Tu vois, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, c'est mon copain qui joue. Moi, j'observe les comportements, je joue pas, mais c'est exactement la même chose. Je comprends au premier degré ce que ça veut dire de courir le 100 mètres en 9 secondes. Je suis pas juste derrière ma télé à apprécier la performance, je la comprends parce que je sais comment c'est dur d'arriver à cette performance-là. Tu vois, c'est un peu la même chose. Et du coup, l'éducation, pardon, juste je finis là-dessus. Vas-y. C'est que, notamment dans les pays, dans les marchés d'Asie, c'est par là que se forme la communauté. Et pourquoi c'est aussi important et pourquoi c'est aussi en premier et pourquoi c'est aussi sous-utilisé si tu me demandes et pourquoi les éducateurs ils ont de l'or dans les mains dans leur base de données, parce que c'est là que les gens ils commencent à se faire une communauté. Si tu viens pas d'un monde où justement tes parents sont des collectionneurs, où tu connais des vignerons, où tu vas dans les domaines tout le temps et où tes potes pour plein de raisons sont aussi déjà des gens qui sont hyper intéressés par le vin, là où tu rencontres ta communauté c'est en général dans les WSET, les Wine Scholar Guild, les gens avec qui tu apprends. Et en fait il y a très peu de liens maintenant entre les éducateurs et les marchands. Et il y a certaines, enfin, je veux dire, ils peuvent pas non plus vendre leurs fichiers de données, etc. Il faudrait voir comment ça pourrait se faire. Mais les éducateurs ont de l'or dans les mains parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qu'on n'arrive pas ensuite après. On en fait des savants, des sachants, mais on n'arrive pas forcément à les emmener. Il n'y a pas de lien avec les marchands. C'est comme s'il y avait un mur au milieu et c'est un peu dommage parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui peuvent se faire. Parce qu'on a besoin de construire ces communautés. Et pour moi, l'offre de communauté, ça sonne bizarre en français, j'allais dire une offre communautaire et ça fait encore pire, mais ce côté de groupe, ça devrait faire partie de l'offre en fait. On devrait arriver à la packager en disant quand vous venez chez nous, non seulement vous avez accès au vin, mais vous avez accès à des gens que vous allez trouver sympas, qui vont être like-minded, avec qui vous allez pouvoir être copains et avec qui vous allez pouvoir évoluer ensemble. Parce qu'on sait que la bouteille de vin, vous n'allez pas vouloir l'ouvrir tout seul. Je peux donner un témoignage direct de ça parce que moi j'ai passé le dernier niveau du WSET, j'ai fini ça il y a 2 ans maintenant et hier soir avant Wine Paris on s'est retrouvés chez moi, on était 10 personnes de ma promotion du WSET avec un qui venait de Cannes, un qui venait d'Auvergne, un qui venait du Portugal. Et chacun avait amené des très belles bouteilles de sa cave et était ravi de se retrouver et d'ouvrir des super bouteilles qu'ils gardent pour des moments un peu spéciaux, quoi. Avec des gens qui peuvent apprécier, et c'est pas forcément juste le goût, mais apprécier tout ce qui va autour, en fait. La rareté, le jeu. Et imagine, c'est quelque chose que toi, t'as fait de ta propre organisation, mais si on arrivait à l'organiser, enfin moi j'ai passé mon WSET à Londres, j'ai jamais eu une réunion d'anciens élèves qui m'a été proposée. Tu vois, je peux le faire et il se trouve qu'en plus maintenant il y en a plein qui travaillent dans le trade avec qui je travaille pour les études, etc. Mais encore une fois, ça n'a jamais été facilité pour moi de le faire, cette réunion d'anciens élèves ou de comité. Si c'est pas toi qui garde les liens, moi on m'a pas aidé en tout cas à les garder. Et ça va devenir encore plus important et c'est c'est le dernier apprentissage que j'ai partagé ce matin, c'est qu'en fait, on aurait pu écrire deux rapports, un sur le nouveau consommateur homme et un sur le nouveau consommateur femme. Parce que, à ma grande surprise, et je pensais pas autant, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de nuances en fonction des géographies. Je pensais qu'un des choses dominantes, c'était le pays d'origine, en fait. Et en fait, c'est pas le pays d'origine, le facteur le plus déterminant des différences de journey, de voyage et de parcours de consommateur, c'est ton genre. Et c'est est-ce que t'es un homme et une femme. Et c'est complètement différent pour plein de raisons différentes. Mais les femmes ont un parcours complètement différent de ceux des hommes et vont interagir sur ces conditions d'accès, d'éducation et de communauté de façon un peu différente. Et par exemple, la communauté, c'est quelque chose d'encore plus important pour les femmes. On a aussi demandé, est-ce que vos pères PAIR, est-ce que vos amis sont aussi des amateurs de vin? Et tu te rends compte que pour les femmes, la plupart de leur réseau vont être aussi amateurs de vin, alors que les hommes un petit peu moins. Les femmes surinvestissent aussi dans les événements. La grande majorité des gens qui font, je sais plus, déjà de plus de 10 événements par an, mais même je crois que la catégorie d'avant encore, c'est la majorité des femmes, enfin les femmes sont surreprésentées au niveau proportionnel. Et puis et le troisième, c'était l'éducation, la communauté et l'éducation, pardon. Et c'est justement, est-ce que vous avez déjà fait
une éducation, ou est-ce que vous pensez le faire? Et les hommes, de mémoire, c'est autour de 50%, et les femmes, c'est 76%. Je regarde participation aux événements, là, je ressors le graphique. Donc les femmes, il y a 46% des femmes qui participent à 10 événements ou plus dans l'année. Il y a 46% des femmes qui achètent des vins de plus de 50 € et plus. Donc si tu reviens sur l'échantillon, c'est 46% des acheteurs de vins de 50 livres et plus, ou 65 € qui sont des femmes qui participent à 10 événements. 10 événements et plus, ouais. Alors que chez les hommes, c'est que 19. Ouais. Donc les femmes surinvestissent au niveau des investissements. Parce que les femmes, encore une fois, elles ont un réseau qui est moins développé. Et elles ont besoin de se le construire. Et donc elles investissent au être ensemble. Et donc en fait, si tu veux, la question des femmes et de la représentation des femmes au niveau des acheteurs de grands vins, il y a plein de choses qu'il faut qu'on discute. Parce que on a pendant longtemps pensé que les femmes, elles collectionnaient pas, que la collection en général c'était une affaire d'hommes, alors qu'en fait c'est une affaire d'indépendance financière. Pour collectionner, il faut avoir de l'argent. L'indépendance financière et les femmes, c'est relativement récent. On a beaucoup aussi pensé qu'elles n'étaient pas du tout intéressées par le vin. En fait, pas du tout. Et tu le vois, nous, dans les chiffres, dans les moins de 25 ans, on a 44% de femmes et 56% d'hommes. Donc, au tout début du voyage, l'intérêt est le même pour les hommes et pour les femmes. Par contre, ce qui change pour les femmes, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une femme, globalement et de façon consistante, dans tous les pays et de façon constante, pardon, pas consistante, une femme boit 3 à 4 fois moins qu'un homme. Et ça, tu peux pas y changer. C'est dû à plein de raisons, notamment constitution, etc. Ouais, et puis il y a aussi une représentation sociale de la consommation d'alcool par les femmes. Oui, il y a plein de raisons, mais il y a aussi une question de constitution, et il y a aussi une question de maternité. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes boivent, encore une fois, de façon constante et à travers tous les pays et toutes les cultures, 3 à 4 fois moins que les hommes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle, c'est beaucoup plus facile de vendre 100 bouteilles à 10 personnes que de vendre 10 bouteilles à 100 personnes, et encore plus que de vendre une bouteille à 100 personnes. Et en fait, le monde du vin, le monde de la distribution du vin, jusqu'à présent, elle a favorisé les gros acheteurs. Parce que en fait, elle a joué sur le fait que le collectionneur achète trop, finalement. Et donc, du coup, achète même des choses dont qui boira jamais, finalement. Et on a beau dire que ce qu'on veut, c'est que les vins soient bu. Jusqu'à présent, les modèles qu'on a mis en place, c'est des modèles pour que les vins soient achetés. Et on n'a pas fait l'étape d'après. Et encore une fois, pour plein de raisons, peut-être, c'est des systèmes de facilité. Et moi, je vois certains marchands qui font des efforts pour avoir de plus en plus de femmes. Mais le truc, c'est que pour avoir plus de femmes, c'est pas non seulement juste de créer des conditions si on a plus de collectionneurs femmes, on produira plus de collectionneurs femmes, et parce que si tu proposes exactement la même offre, ça va pas fonctionner. En fait, pour moi, il faut complètement changer le business model si on veut, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais faire de l'argent avec des femmes. Le fait que ce soit rentable d'aller chercher des consommateurs féminins. Parce que si on applique juste des modèles où les marges viennent de la vente de bouteilles, c'est pas forcément là où on va le faire. Par contre, si on arrive à faire des modèles où les marges viennent des événements, parce que honnêtement, nous, on a des femmes à Londres, de payer 2500 livres pour un événement, c'est pas un problème. Encore une fois, c'est pas l'argent le problème, c'est les raisons pour lesquelles il faut le dépenser. Et d'arriver à packager ce côté communauté et de le vendre, quoi, d'un certain côté, c'est un peu par là qu'il faut aller, parce qu'on fera pas... Encore une fois, on générera pas les marges de la même façon chez les hommes et chez les femmes, pas exactement la même façon. Et juste pour terminer, je te disais au début, on a 44% de femmes, 56% d'hommes. Et à partir du moment où les gens rentrent dans la vie active, les femmes drop. Tous les 5 ans, t'as donné tout à l'heure les catégories d'âge qu'on a à traiter. Toutes ces parenthèses de 5 ans, chaque parenthèse, chaque groupe de 5 ans voit sa proportion de femmes diminuer. Et en fait, une fois qu'elles sont sorties, elles reviennent plus. Est-ce que ça, c'est pas parce que y a quelque chose de nouveau dans le fait que les femmes aient un nombre significatif de femmes aient à la fois le pouvoir d'achat nécessaire et ce déclic pour y aller? Oui. Et est-ce que on peut pas se dire que si aujourd'hui tu as 46% des moins de 25 ans que ça intéresse,
mécaniquement, même si ça drop un petit peu, parce que là, si tu regardes les résultats, tu tombes autour de 18 ou 17% pour ceux qui ont 26 et plus, ouais, et après tu arrives 45 à et 7 40 sur la et plus, ouais, dernière. voilà. Est-ce que ça va pas augmenter petit à petit, tu vois, J'en suis pas persuadée, parce que, encore une fois, il y a des facteurs qui sont différents. Pourquoi ça drop à partir du moment où tu rentres dans la vie active et que tu as un pouvoir d'achat du coup supérieur, tu vois, si t'es pour les consommateurs qui nous intéressent, dont on parle. C'est parce que jusqu'à présent, et c'est toujours d'actualité sur les marchés occidentaux, un petit peu moins en Asie, mais l'utilisation de ton pouvoir d'achat pour des objets de statut, sur des choses qui vont aussi affirmer le fait que tu progresses dans la vie. Le vin en fait partie pour les hommes, le fait toujours pas partie pour les femmes. Donc la femme va surinvestir dans des vêtements, dans des accessoires, dans des choses qui vont projeter son statut social, et les hommes vont le faire beaucoup à travers le vin. Ça fait partie de cette projection de statut. Ensuite, après, t'as le côté où elles boivent moins. Donc t'as le côté aussi, t'as tout un côté où les femmes, quand elles boivent ensemble, elles boivent pour être ensemble, et les hommes, ils boivent pour le statut. Et donc du coup, le côté de faire monter le prix des bouteilles, ça va aussi faire partir de ce côté-là. Il y a des comportements quand même encore différents entre les hommes et les femmes. Et puis, tu as ce côté de nombre, où c'est soit le cercle virtueux si tu arrives à le casser, mais pour l'instant, c'est le cercle vicieux. Et comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a toujours pas beaucoup. Et arriver à en faire plus, et encore une fois, un collectionneur, en anglais, c'est collectors produce collectors, bah, c'est pareil, si t'as pas de femme collectionneuse, puisque ton comportement non rationnel est validé par quelqu'un, par un père, ben, à un moment, si t'as pas de femme autour de toi qui collectionne, c'est compliqué. Et le truc, c'est qu'il y a quand même la majorité des femmes, encore aujourd'hui, qui, entre 25 et 35 ans, vont peut-être se mettre en retrait de leur consommation d'alcool parce qu'elles vont vouloir fonder une famille. Et cette dizaine d'années-là, c'est la dizaine d'années qui est fondatrice de l'identité. C'est là où tout se joue pour un collectionneur. C'est là où il va définir qui il est. Je dis il parce que du coup, c'est majoritairement des hommes. Ce qu'il aime, qui va définir, encore une fois, son accès, éducation, communauté. Et c'est là où il construit tout ça. Et la femme, c'est les années où elle est en retrait de ces années-là. Donc, en fait, il faut arriver à trouver des touch points qui sont peut-être moins réguliers que ceux des hommes, mais qui vont être basés sur le fait de l'expérience, tu vois, du être ensemble et on sort pour rencontrer des gens, plutôt qu'on dépense de l'argent pour acquérir des bouteilles. Il y a une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez adressé au cours de l'étude, mais c'est est-ce qu'en fonction des pays, est-ce que tous les collectionneurs courent après la même chose, après les mêmes vins? Ou est-ce qu'il y a des nuances entre... Ouais, des nuances. Est-ce que on court plus après les vins italiens ou espagnols dans certains endroits? Est-ce qu'on court plus après la Bourgogne ou Bordeaux dans d'autres? Ouais, est-ce qu'on court plus après le champagne en Angleterre qu'en Asie, par exemple? Je pense qu'il va y avoir des nuances. Alors, on l'a pas mesuré au niveau des questionnaires parce qu'en fait, finalement, nous, ça nous intéressait pas vraiment de savoir ce qu'ils achetaient. C'était pas l'objectif. On voulait comprendre les mécanismes. On l'a un petit peu vu sur les interviews qu'on a fait en one-to-one avec les collectionneurs, puis avec les membres du trade aussi. On a des marchés comme Hong Kong qui sont très marqués par les classiques, où les gens, c'est ce qu'ils veulent, et c'est encore et toujours les classiques, et qui en plus, de par, encore une fois, les structures de marché influencent énormément, mais où il y a un tel choix de vieux millésimes de Bordeaux, il y a un tel choix... Le plus gros acheteur mondial d'Ikem, c'est un restaurateur ou un caviste, il me semble, qui est à Hong Kong. Bah, ça m'étonne pas du tout, mais Petrus, pour avoir vu quelques collections de clients privés, ouais, ils doivent avoir une grosse partie de leur marché aussi à Hong Kong. On parle de milliers de bouteilles de Petrus. Ouais, on parle de conteneurs presque à cette taille-là. Mais donc c'est très classique Hong Kong. Singapour, c'est finalement moi de ça, mais je suis pas une spécialiste, hein, et comme je te dis, c'est plutôt mon perçu des interviews. On l'a pas mesuré au niveau des questionnaires. Ça a l'air de suivre pas mal ce qui se passe à Londres. Donc à la fois le côté classique et le côté un peu indépendant, tu vois, côté vers nature. Il y a aussi tout ce type de bar à vin qui est là. Et puis Londres, t'as de tout. Et la question souvent qu'on nous pose, c'est je ne pense pas que les boss finaux vont changer. Surtout dans un contexte un peu chaotique. Oh bah, alors là... On est désolé, c'est
La pétrolette qui vient de passer. La vie parisienne. Donc tu dis les boss finaux, c'est pas eux qui vont changer. La Romanée Conti. Ouais, Pétrus. les grands Bordeaux, les grands Bourgogne, ça n'a pas vraiment changé. Et dans les contextes chaotiques, en général, de toute façon, les gens se remettent sur ce qu'ils connaissent, quoi. On est sur du safe, donc je dis pas que ce sera tout le temps comme ça, mais quelques grands champagnes, enfin, tu vois, c'est pareil, tu peux les nommer, enfin, ces marques-là, tu peux les nommer. Par contre, les différents niveaux du jeu, ils vont être différents. C'est-à-dire que les différentes étapes que les collectionneurs vont suivre ou que les acheteurs engagés vont suivre pour se définir leur palais, qu'est-ce que j'aime pas, justement, c'est là où ils vont aller explorer, et c'est là où le marchand, le conseiller, a un énorme rôle. Et c'est là où de construire une relation de confiance avec ton client, parce que il va s'en remettre un petit peu dans tes mains pour que tu lui proposes des vins qui pensent qu'ils vont te plaire, et qui vont te plaire aussi, et qui vont jouer un rôle dans ta progression et dans ton statut et dans ton accès, dans ton éducation. Tu vas apprendre des choses, en fait, et c'est super important. Et là, ça peut être pas mal de trucs, hein. Tu vois, enfin, Londres, c'est peut-être le marché qui est le plus ouvert. La France, on est restreint dans... On aura peut-être plus, tu vois, les trucs de la Loire, on va les avoir en France, on les aura pas forcément sur d'autres marchés. Mais à Londres, tu vas avoir beaucoup de super vins qui vont venir d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, enfin de partout, en fait, et qui vont venir jouer leur rôle. Mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de connaître les 5 producteurs. Encore une fois, ils n'ont pas envie de connaître toute l'Australie. Parce que la plupart des vins en Australie les intéressent pas, quoi. Par contre, si tu leur dis celui-ci, tu dois le goûter parce que il est spécial. Si tu as construit une relation de confiance avec ton client, ouais, il va te suivre. Je sais pas si c'était là. T'es en train de t'endormir. Est-ce que tu peux nous donner un dernier insight, une dernière leçon importante que vous avez apprise lors de cette étude ? Du coup, là, il y en aurait peut-être un petit peu trop, parce que ce qu'on a fait là, pourtant, on en a parlé pendant 1 heure, mais c'est juste une fraction de ce qu'on a trouvé dans le rapport. Et donc là, on explique un peu les phénomènes, mais une grosse autre partie du rapport, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on repense les événements pour les jeunes en particulier, parce que ça, c'est un gros travail qu'on a fait aussi, parce que c'est à l'entrecroisement de l'éducation, de la communauté et de l'accès, quels sont les événements dont on a besoin de faire, qu'est-ce qu'ils aiment comme type d'événement, la taille, etc. Comment on peut construire des modèles de business model qui soient adaptés aux femmes, comment on fait justement pour ces problèmes d'accès, pour régler les problèmes d'allocation. Donc ça, c'est un peu l'autre partie du rapport où on essaye de... Ça, vous donnez des pistes dans le rapport ? On donne des pistes, ouais. Nous, on donne jamais de réponse, tu commences à connaître un petit peu ce qu'on fait, mais on donne un petit peu des pistes de réflexion. Est-ce que tu peux nous en donner une ou deux là pour mettre l'eau à la bouche à tout le monde ? Pour les événements, il faut repenser. Pour moi, c'est essentiel. Une des choses qu'on oublie dans le monde du vin, c'est pourquoi on sort quand on a 25 ans. Et quand tu as 25 ans, tu sors pas pour aller apprendre des trucs sur le vin. Et ça, on le voit, on l'a documenté et on l'a vu au niveau du Quanti. La première raison pour les gens de sortir et d'aller aux événements, c'est pour rencontrer des gens. C'est pas pour en fait, on fait beaucoup de choses et ça relie sur la thématique de l'éducation dont on avait parlé dans l'autre podcast. On a beaucoup d'ego dans le monde du vin. On met tellement de temps à apprendre et à faire notre produit que ce qu'on veut quand on fait un événement autour du vin, c'est parler du vin, du vin, du vin. Et ce que les gens veulent quand ils viennent à un événement, c'est rencontrer des gens et goûter des bons vins. Mais ça vient en deuxième plan. Et du coup, pour moi, il y a un gros shift à faire au niveau des événements, de comment tu les conçois. Et une des métriques que tu pourrais mettre en place... On a beaucoup ri autour des différentes métriques qu'on pourrait mettre en place pour savoir si les gens se sont bien entendus, mais je sais pas, le nombre de messages de WhatsApp que les gens s'échangent après. Est-ce qu'ils gardent contact après l'événement ? Parce que s'ils le font, t'as fait ton taf. Tu leur as permis de rencontrer des gens avec qui ils vont pouvoir faire un petit bout de voyage. Et ça va te servir à toi en tant que vendeur de vin, de toute façon. Donc ça, c'est une des choses dont on parle beaucoup aussi dans le rapport. Une autre piste ? Allez, une dernière ? Oh, il est tard là. Non, il est tard. Et puis du coup, il faut que les gens ils aillent lire le rapport aussi en entier. Donc ça, le rapport, il est disponible pour les membres. Il est disponible pour les membres. Les membres du think tank, donc Areni Global. Ouais, les membres d'Areni Global. En fait, encore une fois, c'est des études. Quand on fait des études comme ça, c'est, tu vois, des coûts et des valeurs d'études qui sont estimés entre 60-70 000 euros de mise en place. Donc nous, ça a été absorbé en partie par les partenaires. Pas que, on met aussi nous des ressources sur la table. Et l'idée, c'est vraiment l'idée d'Areni, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent mettre ce type de budget pour arriver à faire ces études. Et du coup, grâce à nos partenaires,
Et je les remercie encore une fois parce qu'honnêtement, c'est pas gagné d'avance d'avoir des partenaires qui jouent le jeu, de partager ces résultats. Et du coup, la membership, elle coûte 440 livres par an et ça te permet d'avoir accès au rapport, mais aussi on fait des tables rondes où tu peux venir parler des résultats du rapport entre membres et où on va aller plus en profondeur et on va dire, bon bah voilà, maintenant c'est Chip, qu'est-ce que ça veut dire pour vous par rapport à votre stratégie? Et on peut échanger. Et ça, c'est des choses qu'on fait aussi pour nos membres et les articles, enfin, on fait plein d'autres trucs après. Pour finir, c'est quoi les prochains sujets sur lesquels vous travaillez ? Alors, merci, c'est une bonne question parce que où est-ce qu'on achète les vins chers, entre guillemets, soit dans ces réseaux un petit peu collectionneurs-acheteurs et l'autre, c'est les restaurants. Et c'est mon gros prochain, le fine wine et les restaurants. Et la dynamique de ces deux univers change beaucoup. Et on a l'impression qu'ils se comprennent plus beaucoup en ce moment, et notamment au niveau des marges et au niveau de plein de trucs. Donc c'est le prochain sujet d'étude, les grands vins en restauration. Et après, j'aimerais bien faire quelque chose sur le système de distribution aux États-Unis aussi, parce que c'est un peu le bazar et j'aimerais comprendre un peu certaines décisions qui se sont prises et comment ça nous impacte. Voilà. À notre interview précédente, je l'avais terminée de manière traditionnelle. Je t'avais demandé si t'étais heureuse et tu m'avais répondu oui. Est-ce que t'es toujours heureuse ? Toujours heureuse. Et toujours heureuse. Alors, je vais nuancer par rapport aux résultats de l'étude. Et je vais peut-être jeter un pavé dans l'eau dans les dernières secondes. Je suis très heureuse parce que l'étude, ce qu'elle démontre, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pas, ou pas assez bien. Parce que quand le vin se vend bien, on se pose pas trop de questions. Donc il y a beaucoup de marge de progrès. Après, il y a beaucoup de choses qui vont demander du temps et de l'investissement, et avec des retours sur investissement qui vont être un petit peu différés. Acquérir des nouveaux consommateurs, ça se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai un peu peur, et c'est là où ma joie par rapport aux résultats, j'ai un peu peur que dans le contexte actuel, on n'ait pas beaucoup d'entreprises qui puissent se permettre d'avoir cet investissement sur des temps pas longs dans l'absolu, peut-être 3-4 ans, mais qui peuvent paraître longs dans des situations économiques difficiles. Voilà. Mais j'espère qu'ils le feront, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à le faire. Merci Pauline. Merci Romain. Une fois de plus, Areni nous gratifie d'un travail de grande qualité et très instructif. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, chers auditeurs et chères auditrices, se sont reconnus dans les résultats de cette étude. Et je dois dire que plusieurs aspects font écho à mon expérience personnelle. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, en adhérant à Areni, je vous invite à vous rendre sur leur site areni.global. Pauline, merci beaucoup pour cette discussion et ton rire communicatif. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Au montage et au mixage, c'était Emmanuel Nappet. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!